Bienvenue ici. Alors, bienvenue à cet événement donc, sur le RGPD. Alors, l'idée, comme vous l'aviez vu dans le programme, c'est qu'on va d'abord faire une acculturation sur le RGPD. Alors, l'idée, c'est qu'on vous donne les concepts de base pour que tout le monde s'entende bien sur ce qu'on va développer ensuite. L'idée, c'est pas de faire de vous des spécialistes ou des experts. On va essayer de faire quelque chose le maximum interactif, au maximum. Donc n'hésitez pas, vous posez des questions, vous nous arrêtez, surtout qu'on est des bavards. Donc surtout, vous n'hésitez pas, soyez bavards aussi. Ensuite, il y aura, donc on va faire à peu près 25-30 minutes sur l'acculturation au RGPD. Je vous promets, c'est pas chiant, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous embêter, je suis pas juriste moi, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Ensuite, il y aura une table ronde, donc là, avec des gens qui, eux, travaillent régulièrement à l'avoir mis en place ou à le mettre en place, ou chez des clients à le mettre en place. Donc vous pourrez poser des questions beaucoup plus pratiques. L'idée, c'est d'avoir leur retour d'expérience. Et enfin, là, il y aura véritablement un échange, vous pourrez y aller, poser les questions que vous voulez pendant environ 15 minutes, sans problème. Voilà. Vous pourrez profiter de leur expérience passée et en cours. Allez, pour info quand même, je m'appelle Laurent Romani. Quand même, c'est mieux. Bonjour, Pierre Vogenschutz. Bonjour, Magali Giquel. Et Bruno Codin. Et heureusement, vous pouvez tous aller sur nos LinkedIn pour voir ce qu'on fait dans la vie. Allez, on y va. Théoriquement. Ah, ça marchait à l'instant, ça marche plus. Ah, si, là j'étais trop loin. Faut pas que je sois trop loin, je dois plus avoir de copies. Hop. Alors, question ouverte. C'est bien beau le RGPD, mais ça sert à quoi? Ok, on va instaurer un truc. Quand je vous pose une question, l'idée, normalement, la norme sociale, c'est que vous me répondiez. C'est la théorie. Donc si vous êtes, désolé, vous n'êtes pas réveillé, peut-être, il y a du café. Allez, on y va. On recommence. Deuxième chance. Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Protection des données personnelles. Protection des données personnelles, effectivement, un peu comme le nom l'indique. D'accord. Au-delà de ça, autre chose. C'est pour unifier un cadre juridique. Pour unifier un cadre juridique, effectivement. Ouais. Pour dire toute l'Europe. Ok. Et tout le monde s'aligne sur la même chose. D'accord. D'autres idées? Pas tous à la fois. Allez, ok. En fait, il y a deux buts principaux dans le RGPD. Le premier, c'est de rendre aux personnes, personnes physiques, sous-entendu, la maîtrise de leurs données. Alors vous avez vu, vous l'avez peut-être pas vu, vous voyez bien l'écran? Ouais, moyennement, ouais. Je vais me mettre plutôt de l'autre côté, c'est ce que je me disais. Je vais mettre un peu devant vous, du coup, désolé. L'idée, oui, vous avez vu, peut-être, j'ai souligné rendre. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, vous ne l'avez pas. Désolé si je casse un espoir, mais vous n'avez pas la maîtrise de vos données aujourd'hui. Soyons très clairs. Donc effectivement, rendre aux personnes la maîtrise de leurs données. On va le voir au travers d'un certain nombre de droits qu'on va voir un petit peu plus loin. Et le deuxième, c'est de responsabiliser les acteurs qui traitent ces données, c'est-à-dire toutes les organisations qui possèdent vos données. Alors possèdent, juridiquement on pourrait définir le terme, mais ce n'est pas l'idée ici. Effectivement, il faut savoir qu'en fait, si vous étiez conforme aux lois CNIL d'avant, vous étiez conforme à entre 80 et 85% au RGPD. Bon, vu le niveau de panique, je dirais que ça ne devait pas être le cas. À votre avis, pourquoi? Principalement pour une raison, elle est là. La vérité, elle est là, on ne va pas se le cacher. Je suis une organisation. Alors, mise en conformité aux lois CNIL à l'époque. 800 000 €, amende 30 000. Bon, je vais prendre le risque. Voilà. Aujourd'hui, les amendes sont beaucoup plus violentes, qui peuvent aller jusqu'à 4% du CA globalisé monde. Ça fait mal. Et le renversement de la preuve, c'est-à-dire qu'avant la CNIL, en gros, venait et disait « Je vais prouver que vous avez fait une bêtise ». Maintenant, c'est « Prouvez-moi que vous êtes dans le droit, vous respectez la loi ». Au travers d'un certain nombre de documents et d'éléments. On verra un petit peu plus loin. C'est ouvert, surtout vous m'arrêtez, vous n'hésitez pas à compléter, à poser des questions. Alors, qui est concerné? J'ai envie de dire à peu près tout le monde. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'ordinateur de la petite association de quartier dans laquelle vos enfants jouent au football, bien sûr, il est très bien sécurisé. Vous pouvez accéder aux données sur demande. Il y a un mot de passe avec les certificats médicaux de vos gosses, leurs éventuelles allergies. Bien entendu. En fait, ça traite tout. Alors, j'attire juste votre attention sur cette partie-là. Potentiellement, si vous êtes aux États-Unis et que vous traitez des données de résidents européens, le thème est important, le résident, pas citoyen.
vous êtes concerné. Il faut le savoir. Donc potentiellement, c'est-à-dire que c'est mondial. À partir du moment où vous voulez faire du business avec des gens, des résidents européens, forcément, vous êtes concerné. Les sous-traitants, il y a un gros volet aussi. On pourra revenir dessus si vous voulez. C'est un peu plus juridique, mais je pense qu'il y aura des exemples concrets sur les sous-traitants à venir, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Alors, c'est quoi une donnée personnelle? Parce qu'on parle de données personnelles, règlement général sur la protection des données, sous-entendu pour ces personnels, c'est ce que vous dit la RGPD, GDPR en anglais. C'est quoi une donnée personnelle? Comment on la définit? J'ai pas compris. Qui définit l'identité de la personne? D'accord. Qui définit l'identité? Autre chose? Pas tous à la fois. Ça vous motive si je vous donne des bons points pour les bonnes réponses? Non. Allez, lâchez-vous un peu. Une idée. Vous avez bien une idée si vous êtes là. Vous doutez bien. C'est toute trace laissée sur toute trace de navigation, par exemple. Une trace de navigation, ça peut l'être, effectivement. Effectivement, tout à fait. C'est aussi une bonne réponse. Ok, je vous l'affiche et on va en parler. Je vous laisse la lire. Alors, la définition réellement s'arrête là. Voilà. C'est au sens de la CNIL, qui est la référence. En fait, il y a tout un tas d'autres. Alors, elle s'appelle pas CNIL, mais d'autorité de. Comment on a dit? D'autorité de. J'ai changé le mot. De contrôle, merci. Dans les autres pays européens, donc il y a des CNIL en gros un peu partout. Et en fait, ils se sont accordés sur cette définition-là dans le RGPD. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est identifiant. Donc, effectivement, vous aviez raison, identifiant. Directement ou indirectement? Je vais vérifier, je ne vais pas déborder. Directement ou indirectement? Alors, directement, c'est facile. Votre nom, votre prénom, votre adresse, etc. Tout ça, c'est des données qui vous identifient directement. Et ça veut dire quoi, indirectement, à votre avis? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont... Oui, allez-y, pardon. Une adresse IP. Alors, pourquoi ça vous s'identifie? Parce que votre adresse IP, elle est forcément reliée à... Si vous l'utilisez tout le temps, si vous êtes chez vous ou sur le portable, c'est relié. Effectivement. Ok. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un numéro de badge, avec des badges, quand vous travaillez? Vous avez le droit de lever la main, ou pas? Non? Personne n'a de numéro de badge. Ok. Un numéro de matricule. Vous en avez un? Ok. On a deux personnes comment? À votre avis, est-ce qu'un numéro de matricule, c'est une donnée personnelle ou pas? Faut. Allez, un vote pour oui. Allez, lancez-vous. C'est rattaché quand même à une personne, donc je pense que ça fait partie. Ouais. C'en est une. En fait, indirectement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par recoupement de bases de données, on peut remonter à votre identité, donc vous identifiez, ça veut dire que c'est une donnée personnelle. Donc les photos, les numéros de badge, les numéros d'immatriculation, adresse IP, comme vous l'avez dit, tout ça, c'est des données personnelles, effectivement. Et alors attention, chose très importante qu'on oublie bien souvent, s'il y en a parmi vous qui traitent des CV de candidats, par exemple, le CV posé sur un bureau, ça tombe sous le coup de la CNIL. Les bulletins de paie qui sont dans l'armoire, ou les bulletins, tout ce qui est papier, il n'y a pas de notion informatique. On voit bien que la définition, elle ne dit pas c'est dans l'informatique. Alors évidemment, on se focalise sur l'informatique, parce que forcément, c'est là qu'il y en a le plus, en termes de stockage de données. Mais c'est pas précisé. C'est toutes les données. Alors, les principes fondamentaux dans le RGPD, je ne les ai pas tous mis, parce qu'on n'a pas le temps, mais les plus importants. Le premier, c'est la transparence. En fait, le RGPD, hormis d'un point de vue purement légal, mais on va dire que pour faire simple, ça n'interdit rien en fait. Je vous donne un exemple. Pourquoi j'ai écrit l'exemple de GAFAM en dessous là? Donc GAFAM, au cas où, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. C'est un acronyme qui nous permet de tous les dire en même temps. En gros, les géants de l'informatique et qui traitent de la data. Pourquoi j'ai mis ça? Rien n'est interdit. Vous avez peut-être vu, il n'y a pas très longtemps, Google a pris 50 millions d'euros d'amende juste pour l'ouverture de comptes Android. C'est un bon début. Et en fait, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir désactiver
des transferts de données vers Google, il fallait aller au fin fond de la 8e page, puis cliquer, demander au moine Shaolin la clé. Enfin, en gros, c'était Zelda pour pouvoir réussir à décocher quelque chose. En gros, pourquoi ils n'ont pas respecté le principe de transparence? Potentiellement, imaginons que je veux récupérer vos données, il faut simplement, et on va le voir plus précisément plus loin, mais que je vous dise pourquoi je le fais, et que vous soyez d'accord pour le faire. À partir du moment où j'ai votre accord, j'ai le droit, oui. Faut pas l'oublier ça, hein. Donc toutes les entreprises qui pestent, qui disent ouais on peut plus bosser, notamment le marketing, ah, on peut plus bosser. Bah si en fait, mais il faut juste que les gens soient d'accord pour que tu gardes et que tu utilises leurs données. C'est juste ça en fait. Faut bien se rappeler de ça, hein. Ça n'interdit rien. Bon, sauf les trucs illégaux de base, hein, on est d'accord, mais sinon ça n'interdit rien. Faut bien le garder en tête ça. Et pourquoi je vous ai mis CCPA? Alors CCPA en fait c'est California Consumer Protection Act. C'est une sorte de RGPD édulcoré, mais même la Californie, qui est quand même le siège de 4 des 5 ici présents, peut-être même les 5, j'ai un doute, je ne sais plus exactement, je crois que c'est les 5, hein, il me semble. Non, il y en a un qui n'y est pas, je crois. Microsoft, Il y en a deux qui sont. Deux qui n'y sont pas, ok, autant pour moi. On va dire que les autres y sont, mais en gros la Californie c'est l'État le plus riche des États-Unis, et c'est un État quand même où la donnée c'est un vrai sujet, notamment il y en a donc au moins 3 qui sont en Californie. Même eux, ils ont voté un truc en disant on est peut-être allé un peu loin là quand même sur le fait de stocker les données des gens et d'en faire ce qu'on veut. Donc ils ne sont pas au niveau du RGPD, mais ça a été voté, hein, ça il c'est fait. Hein. C'est pour 2020-2021, je crois de mémoire, je l'ai plus tout à fait en tête. Mais c'est voté, ça y est. Donc, à ceux qui pensaient que le RGPD c'était une bêtise et qu'on n'allait pas dans ce sens-là, que c'était un soufflet, que ça allait retomber, c'est pas le cas. Et après, je vous ai fait un double, pour faire simple, confidentialité et sécurisation. En fait, ce que ça dit, c'est que ça oblige, il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris les plus importants, ça oblige les gens qui ont vos données, non seulement à une confidentialité, mais au fait de les protéger. Donc bien évidemment, il y a un lien énorme avec la sécurité informatique. Forcément. Fatalement. On ne peut pas faire en faux. Ensuite, alors le RGPD réaffirme ou donne certains droits aux personnes. Alors on va les passer un par un. Ça vous donne un droit d'accès, c'est-à-dire qu'en tant que personne physique, vous avez le droit de contacter, via la procédure qui est censée être bien clairement affichée sur tous les sites web, etc. Ça c'est la théorie. Vous avez le droit de contacter pour accéder à vos données. Donc ça c'est la première chose. Bonjour, je suis machin, je veux connaître toutes les données que vous avez sur moi. Voilà, ils sont obligés de vous répondre. Alors, ils ont un mois pour vous répondre, et pour l'instant, a priori, ils ont encore un mois pour vous répondre qu'ils ont besoin d'un mois de plus. Ça va plus durer, ça, normalement. Normalement, ça va s'arrêter très vite. Il y a aussi un droit d'information. Alors, je l'ai mis avec. Le droit d'information, c'est en gros, si jamais un jour il y a une fuite, un vol, en tout cas, il y a un accès non autorisé, ou une détérioration de données personnelles vous concernant, si jamais il y a un impact potentiel sur votre vie privée, ils ont l'obligation de vous informer. Et de vous donner les mesures nécessaires à prendre pour vous protéger. Exemple typique, vous avez peut-être reçu de la part de LinkedIn, Facebook ou autre, « Ah, suite à un souci, on vous conseille de changer votre mot de passe. » Ça, c'est un exemple. Vous avez un droit de rectification, donc ça, il n'y a rien de plus à dire. Vous avez le droit de dire, bah là, il faut changer. Voilà, tout simplement. Le droit à l'effacement, qu'on appelle aussi droit à l'oubli. Alors pour les informaticiens, ça veut dire purge égale none, c'est pas possible pour les données personnelles. Au cas où il y aurait des informaticiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données ont toutes une durée maximale de conservation, au-delà de laquelle elles doivent être soit supprimées, soit rendues anonymes. Définitivement. Ou archivées, mais sans accès. Enfin, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on ne doit plus pouvoir identifier la personne. Voilà, on est d'accord. Il y a plusieurs possibilités, on est totalement d'accord. On ne doit plus pouvoir identifier la personne. Alors l'anonymisation, sachez que c'est super compliqué, hein, l'anonymisation. Je vous donne un exemple, moi, je peux vous le donner. Je travaillais chez AXA il y a quelques années en tant qu'indépendant, et on a fait des tests d'anonymisation sur le RGPD. Je vous donne un exemple. Si je garde la marque de la voiture, le modèle et la couleur et la ville,
je prends une Porsche noire dans le 92, à Levallois-Perret. Bah, vous allez avoir du mal à la retrouver, à remonter jusqu'au propriétaire. Maintenant, la Porsche noire à Trifouilly-les-Oies dans la Creuse. Ah bah c'est la Porsche du notaire. Et hop, il est identifié. Donc l'anonymisation, c'est pas simple. C'est un sujet vraiment complexe. Enfin, je dis pas que j'ai une solution, hein. Je vais juste vous amener sur l'idée que c'est un sujet très complexe, l'anonymisation. Et donc il est individuel. Il dépend de chaque cas. Donc en fait, la CNIL a publié des lignes directrices qui sont accessibles sur le site de la CNIL qui disent, par exemple, un CV, c'est 2 ans après le dernier contact actif. Actif. Il faut une preuve que le gars a dit, ok, vous avez mon CV, je suis d'accord. En gros. Vous avez droit, évidemment, à la limitation du traitement et j'ai mis la minimisation à côté. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, reprenons l'exemple de votre assurance de voiture. Ils ont besoin d'un certain nombre de données pour pouvoir vous assurer, pour exécuter le contrat. Pas de notion, d'ailleurs, d'argent, c'est pas forcément un contrat argent. Dans le cas d'AXA, c'en est un. Mais vous devez leur donner votre numéro d'immatriculation, votre adresse, votre nom, votre prénom, enfin bref, tout ça. Il y a le minimum de données qu'ils sont obligés d'avoir pour pouvoir travailler. En dessous de ça, ils ne peuvent pas les avoir, ils ne peuvent pas travailler. Ça, c'est la minimisation. Ils ne peuvent pas travailler en dessous de ça. En revanche, ils doivent s'engager à ne les utiliser que pour l'assurance de votre voiture. Et pas pour autre chose. Ou s'ils veulent les utiliser pour autre chose, il faut qu'ils vous demandent votre accord. Ou s'ils ont besoin d'une donnée supplémentaire qui n'est pas strictement nécessaire, ils doivent vous demander votre accord et vous dire pourquoi ils vont l'utiliser et vous demander votre accord votre accord sur ce pourquoi ils vont l'utiliser. En gros, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils doivent être transparents. Tout simplement. Puis le droit à la portabilité, il n'y a rien de très extraordinaire. Le droit à la portabilité, vous le connaissez déjà avec votre banque, avec votre téléphone portable, encore plus anciennement. C'est simplement que vous, en tant que personne, vous avez le droit de dire à un acteur qui traite vos données, tu les transfères à quelqu'un d'autre. Voilà, pour faire très simple. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Les droits que je vous ai donnés à l'instant, qui pense que c'est une bonne chose pour les personnes physiques? Levez la main. Ok, 1, 2, 3. Ok, une grosse majorité. C'est plutôt une bonne chose, ces droits. On est d'accord. Maintenant, vous êtes membre d'une organisation, il faut que vous le mettiez en place. Qui pense que c'est une bonne chose? Ah, c'est moins franc quand même, hein, c'est moins franc, hein. Eh oui, bah oui, mais c'est le syndrome du piéton et de la voiture. Quand vous êtes piéton, saleté de bagnole. J'étais sur le passage piéton, regarde. Pourquoi tu me passes devant? Et quand vous êtes au volant de votre bagnole, les piétons ils traversent n'importe où. C'est exactement la même chose. Pourtant, vous êtes les mêmes, c'est la même personne. Allez, la vraie question en fait qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous vous lancez dans une conformité RGPD. Parce que si la réponse c'est pour respecter la loi ou pour ne pas payer l'amende, ça rend dur. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont responsables de gestion de projet en entreprise, pour en reparler après. Pour info, vous imaginez, vous allez vendre votre projet auprès de vos dirigeants. Bon écoutez, j'ai un super projet d'entreprise, ça va nous coûter 2 millions d'euros. Ouais, mais ça sert à quoi? Pas payer une amende. C'est génial pour l'entreprise. Donc en fait, le vrai sujet, c'est de savoir pourquoi vous, en tant qu'entreprise, vous le faites. Il faut savoir qu'en fait, c'est quoi vos intérêts à vous à être conforme au RGPD. Si vous trouvez la réponse à ça, votre projet, ça devient une évidence. C'est normal. Et d'expérience, tous les clients avec qui je travaille, j'en trouve à chaque coin de bureau. Mais à chaque coin de bureau. Attention, je ne dirais jamais que le RGPD, c'est la stratégie de l'entreprise, que les choses soient claires. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a un nombre de leviers incroyables qui sont possibles d'activer pour soutenir votre stratégie d'entreprise. Je vous donne un exemple, un seul, mais il y en a Watt 1000. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez imaginer. Tiens, mes clients ont du mal à me faire confiance. On est dans un secteur ultra concurrentiel, il y a un vrai problème avec la confiance des clients et de nos fournisseurs dans nos environnements, c'est très compliqué. D'accord que le RGPD, depuis tout à l'heure je vous parle de transparence, c'est quand même le moyen qu'on a donné aux entreprises. Alors certes, on les a contraints, ok.
mais d'être le plus transparent sur la manière dont ils utilisent les données de leurs fournisseurs, parce qu'il y a des contacts physiques dans les fournisseurs. Les personnes, c'est des contacts physiques. Donc ils utilisent les données de leurs clients, les données de leurs fournisseurs, les données personnelles de leur écosystème. C'est le moyen le plus évident qu'on leur a fourni pour dire qu'ils sont transparents et pour le démontrer, parce qu'il y a tout un tas d'éléments de preuve qu'il faut fournir. Et c'est marrant, ils sont contre. C'est bizarre. Évidemment, c'est ironique. Vous pouvez en trouver plein. Mais ça, après, il faut avoir l'habitude et il faut se faire souvent un peu aider pour le sujet. Mais réellement, le sujet, il est là. C'est de savoir pourquoi vous le faites. Comme tout projet, qu'est-ce que ça apporte à ma boîte, finalement? Pour mon organisation, peu importe. Voilà. Allez. Hop. Je vous mets ici vos 3 intervenants qui sont là. Les voici. Donc je vais laisser se présenter rapidement. Et puis on va passer ensuite aux questions. Allez. Donc Bruno Caudal, je travaille à la ville de Vannes. Donc moi je suis informaticien depuis 25 ans. Je suis RSSI donc, depuis à peu près 4 ans et DPO depuis novembre 2018, donc un peu moins loin. Alors au cas où, DPO, Ah, oui. c'est... Délégué, DPO c'est Data Protection Officer et c'est délégué à la protection des données personnelles. Donc Valérie Giquel, je suis adjointe académique sur la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données. Alors moi toute nouvelle, je viens d'arriver en septembre 2019. Donc auparavant j'étais informaticienne, administrateur de systèmes d'information au sein du rectorat de l'Académie de Rennes. Et donc Pierre Hogenschütz, moi je suis cofondateur d'une entreprise de conseil en cybersécurité qui adresse les problématiques de RGPD également pour les collectivités, pour les entreprises, et y compris pour les associations. Merci. Alors, la première question, c'était, donc que je vous pose, pourquoi avez-vous initialement lancé une conformité RGPD, donc au-delà de la loi? Alors évidemment, dans votre cas, ça peut être vous ou vos clients. Qui veut démarrer? Le fameux pourquoi. Pourquoi on le fait? Alors nous, il faut savoir en fait qu'on a beaucoup d'acteurs dans l'éducation nationale. On parle des élèves, on parle des enseignants, on parle des chefs d'établissement, on parle aussi des inspecteurs, des personnels administratifs. Donc en fait, il fallait réussir finalement à créer un environnement de confiance pour tous ces acteurs-là, afin que les données à caractère personnel qu'on collecte soient régulées et maîtrisées. Donc c'était finalement notre vrai enjeu, c'était de créer cet espace de confiance. Rapidement, pour ce qui concerne nos clients, pour le coup, vraiment le point qui me semble déterminant sur ça, c'est de faire d'une obligation légale une opportunité pour protéger ces données globales. Parce que quand on protège toutes ces données dans une organisation, on protège également ces données à caractère personnel. Et aujourd'hui, la donnée, c'est vraiment la richesse des structures, plus que l'argent. On se rend compte que les informations typiques, les informations sont la valeur de l'entreprise pour la plupart du temps. Donc, premier élément de réponse, ce qu'on essaye vraiment d'apporter, c'est protégez-vous. Et là, vous avez une obligation, une contrainte légale de protéger vos données à caractère personnel. Si vous protégez le tout, on reviendra dans la notion de mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données à caractère personnel. Vous pouvez les appliquer pour l'ensemble, et voilà. Et puis après, les 3 raisons, effectivement, comme Valérie disait, il y a la confiance. Donc c'est susciter la confiance dans l'écosystème sur lequel on gravite, que ce soit auprès de ses clients, de ses fournisseurs. Limiter son risque juridique. Laurent en a parlé, il y a quand même beaucoup de contraintes économiques à travers les amendes qui sont quand même à prendre en compte. Et le dernier point, c'est de renforcer son attractivité ou son positionnement concurrentiel. Je crois que je vais commencer à parler plus fort parce que visiblement le micro a lâché. Je terminais ma phrase en disant son avantage concurrentiel qu'il faut aussi travailler et que la conformité est un sujet qui permet d'afficher ça. Du coup, pour la ville de Vannes, en fait, pour nous, le RGPD n'est pas en fait une révolution.
Il faut savoir que la loi informatique existe quand même depuis 40 ans. Donc c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a déjà fait par le passé. On avait quand même par habitude, on a à peu près 180 applications métiers informatiques donc à la ville de Vannes, et donc à chaque mise en place d'une application informatique, on faisait les déclarations donc à la CNIL. Donc en fait on est voilà, dans ce prolongement. Après c'est vrai que au-delà de la loi, même si la loi a quand même permis d'accélérer, en fait le RGPD a permis quand même d'accélérer en fait le lancement de la conformité sur la protection des données personnelles à la ville de Vannes et au CCAS de la ville de Vannes. C'est surtout pour, comme le responsable de traitement c'est la ville de Vannes et que le représentant légal c'est le maire, c'est vrai que c'est un acte entre guillemets citoyen qui fait que le maire peut démontrer à ses administrés qu'ils respectent en fait leur liberté et du coup la protection de leur vie privée en mettant en place donc une démarche de conformité au RGPD. Ok. Autre chose que vous voulez ajouter sur le sujet des raisons réelles, hormis de la loi, pour lesquelles vous voulez on lancerait une conformité, ou vous, hein, peut-être une idée sur le pourquoi on le lancerait, effectivement. Pourquoi se lancer là-dedans? Ça permet aussi d'identifier les données qu'il y a dans l'entreprise et qui peuvent être disséminées. Hein. Dès que l'entreprise est un peu grosse, il y a des données partout. Bien sûr. Et on ne les connaît pas. En tout cas, on n'en a pas forcément une bonne connaissance. Ouais. Voilà, en tant que chef d'entreprise, ça permet aussi de référencer et éventuellement de trouver de nouvelles informations. Je rebondis là-dessus sur justement effectivement d'inventorier les données, et c'est complètement juste. Un process comme ça de mise en conformité au RGPD, ça vous permet aussi de reprendre, de se réapproprier des processus d'entreprise ou d'organisation, que ce soit une collectivité, voilà. Se réapproprier les processus parce qu'on gère les traitements et on voit, en passant par là, les traitements qu'on a dans l'entreprise qui sont souvent pas forcément cartographiés, enfin en tout cas qui ne sont pas forcément connus, ou plus exactement ils ont leur propre vie un peu autonome et la direction n'en a des fois pas conscience, pas connaissance dans la globalité. Donc ça permet vraiment de se réapproprier. Et c'est aussi comme ça qu'on peut se rendre compte dans une entreprise qui a une certaine taille qu'il y a des données qui peuvent être traitées à plusieurs endroits, les mêmes données, et que le même travail est fait plusieurs fois. C'est assez récurrent. Mais ça c'est vraiment un sujet qu'on voit souvent, effectivement, où la démarche, du coup, on nous dit, elle est structurante et optimisante, effectivement. Moi j'ai un autre Oui. effet aussi dans une collectivité, c'est le phénomène des cyberattaques, qui est quand même fréquent, enfin de plus en plus fréquent, et du coup les élus sont démunis ou en tout cas cherchent des solutions pour répondre, et quand on n'a pas fait la cartographie, quand on ne sait pas où sont les données, ou en tout cas de façon cartographiée et structurée, c'est compliqué. C'est-à-dire, vous voulez dire que si on ne sait pas où elles sont, c'est difficile de les protéger? C'est dans ce sens-là? Dans ce sens-là, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir aussi, je pense que ça peut être important pour que tout le monde y adhère, une éthique personnelle du respect des données de la personne que l'on traite? Je traite beaucoup de CV. J'aime pas que mes données traînent partout, et pour pas rester, je vais faire attention à ce que les selles ne traînent pas aussi. Voilà. Vous avez si trouvé chacun y votre met de pourquoi. l'éthique personnelle, voilà. Eh bien, ça peut être votre pourquoi, qui peut même être une différence marketing, pour le coup. Là, je pense que, pour le coup, voilà, ça peut être un excellent exemple. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur par rapport au traitement. Effectivement, on a des traitements au niveau académique, on a 4 départements, donc avec des services dans les départements et des équipes, par exemple, infirmières, médecins, qui font les mêmes traitements mais qui ne le savent pas. Et du coup, ça permet aussi d'uniformiser tous les traitements identiques pour une même finalité. Donc il y a des regroupements et une communication un peu meilleure du coup entre tous ces personnels des départements pour essayer d'unifier un peu la façon de faire les choses. On passe à la question suivante. Il y a d'autres choses que vous vouliez aborder? Ok. Donc, on a un peu eu l'idée suivante, hein, donc merci pour la transition. L'idée c'est de savoir, est-ce qu'il y a des intérêts spécifiques mais à votre organisation que vous avez du coup découvert ou mis en évidence lors du processus de mise en conformité? Vous qui veut prendre la parole?
Oui. Plus de micro, c'est à la le micro. En fait, les intérêts spécifiques, bon, c'est vrai qu'on parle du RGPD comme une contrainte, une obligation réglementaire, mais c'est vrai que nous, on l'a vu quand même plus comme une vraie opportunité. Donc ça permet quand même, bon, c'est vrai que tout à l'heure je parlais de la loi informatique et liberté, et c'est vrai que dans le nom de cette loi, il y a le mot informatique, donc il y a pendant très longtemps, en fait, les décideurs ont cru que la protection des données personnelles, en fait, à caractère personnel, c'était une problématique informatique. Donc aujourd'hui, grâce du coup au projet de mise en conformité qu'on a mis en place, on a quand même sensibilisé vraiment la direction générale et puis les élus en fait aux enjeux et aux risques sur la protection des données personnelles. Donc ça c'est vraiment un intérêt qu'on a pu soulever. Du coup on en a profité aussi pour sensibiliser l'ensemble des agents de la ville de Vannes et du CSAS. Donc il y a une acculturation qui se met en place, une vraie culture de la donnée. Tout à l'heure on parlait de gestion de la donnée, mais en fait c'est vraiment les prémices. Donc c'est vraiment un bon levier pour commencer à parler de gestion de la donnée de manière générale. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Donc, pour nous, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu mettre en place une vraie gouvernance au niveau de la donnée. Donc il y a vraiment une organisation avec un DPO bien sûr qui a été désigné, une personne qui va piloter en fait la démarche. Et puis on a un organe de comité de pilotage en fait qu'on voit tous les 2 fois par an en fait, qui permet de suivre l'avancement de la mise en conformité au RGPD. Donc voilà, c'est structurant. Voilà. Au niveau des intérêts, je pense que le RGPD, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une démarche et une organisation, une gouvernance qui se met en place. Et voilà, c'est positif à ce niveau-là. Donc nous, en fait, on a aussi un DPD désigné, qui est Olivier Adam, au niveau du rectorat de l'Académie de Rennes. Alors juste DPD, DPO, c'est la même chose. DPD, DPO. En anglais, en français. Je vais dire en français. Et donc moi, je suis l'adjointe. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup d'acteurs, donc on a aussi un réseau au niveau ministériel, c'est-à-dire qu'au niveau des ministères, on a aussi un DPD, donc Gilles Braun, avec 2 adjointes, une sur la vie scolaire et une sur l'enseignement supérieur. Donc on a un espace collaboratif qui nous permet d'échanger sur les nouvelles questions dont on n'a pas forcément la réponse. Donc on essaie d'avancer ensemble, et ça aussi c'est une vraie évolution dans le sens où on est en mise en conformité, donc on y va ensemble et pas tout seul parce qu'autrement c'est trop compliqué. On a aussi, du coup, au niveau organisation, essayé de mettre des référents à la protection des données dans les établissements. Parce que pareil, nos acteurs nous sont éparpillés sur toute la Bretagne, donc on ne peut pas être présent et faire des actes de sensibilisation à tous. Donc on essaie de transmettre le message aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, à tous nos acteurs, pour qu'eux arrivent aussi à transmettre ces informations-là dans leur structure. Donc au niveau des responsables de traitement, pour nous il y en a plusieurs, c'est-à-dire que quand les applications sont ministérielles, c'est le ministre qui est responsable de traitement. Quand c'est des applications des applications au service, au niveau académique, c'est le recteur qui est responsable de traitement. Quand on parle d'un établissement scolaire du second degré, c'est le chef d'établissement qui est responsable du traitement. Et quand on passe au premier degré, les écoles, c'est donc le DAZEN, le directeur académique au service de l'éducation nationale. Donc en fait, on a beaucoup de responsables de traitement et il faut essayer que l'ensemble de ces acteurs-là soient sensibilisés à ce qu'implique en fait le RGPD. Donc c'est vrai qu'à notre niveau, on fait beaucoup de déplacements en ce moment dans les départements, dans les établissements. On essaie de passer l'info, et ce qui crée évidemment des questions. Donc on a aussi normalisé au niveau national une adresse de messagerie, donc dbd@ac-rennes.fr. C'est pareil dans toutes les académies en fait, et l'idée c'est de recevoir toutes les demandes et de pouvoir y répondre. Donc on est en train de travailler, parce que sur cette boîte de messagerie, évidemment, on a des interrogations, des demandes. On a aussi tout ce qui est réseau DPD qui arrive sur cette boîte-là. Donc on essaie de stocker toutes les vraies demandes en attente d'une réponse dans un outil qu'on utilise à la plateforme d'assistance sur la gestion des tickets. J'ai une chose peut-être, on a parlé, enfin je réagis avec mes 2 collègues ici sur leurs propos, les noms, est-ce que, enfin, peut-être que les acteurs, ça vaudrait peut-être le coup de les préciser, quels sont les acteurs qui interviennent, parce qu'on parle de responsable de traitement, je ne sais pas si la notion elle est très
déjà un traitement. Voilà, qu'est-ce qu'un traitement, qu'est-ce qu'un responsable de traitement, qu'est-ce qu'un délégué à la protection des données, qu'est-ce qu'une personne. Finalement, le nombre d'acteurs, il y en a très peu, enfin tout compte fait. Il y a la personne physique concernée par l'information qui la concerne, donc voilà, c'est un des premiers acteurs. Ensuite, on va voir le responsable de traitement, c'est la personne identifiée dans l'organisation qui prend la responsabilité du traitement, c'est-à-dire d'utiliser l'information pour en faire quelque chose. Par exemple, une mailing list pour une carte de fidélité ou quelque chose de la sorte, eh bien, c'est pour vous envoyer en tant qu'abonné à cette mailing list l'information d'une promotion ou ce genre de choses. Le responsable de traitement, c'est le responsable, la personne morale, le responsable de la personne morale. Donc souvent le président, le dirigeant. Et ensuite, il s'entoure d'un délégué à la protection des données ou délégué Data Protection Officer. Je crois qu'en plus en français maintenant le DPO, on dit délégué à la protection des données. Le DPO commence à revenir le sigle un peu connu. C'est le garant de la conformité, c'est-à-dire c'est le garant que la structure, le responsable des traitements, qui reste seul responsable. Et le DPO, lui, va directement dire au responsable du traitement, attention, là on est en écart, ou on risque d'être en écart sur ces sujets et ces sujets. Donc c'est vraiment la personne qui est un petit peu au sein de la structure assez indépendante, et d'ailleurs, à ce titre, c'est des salariés protégés dans les structures. Enfin, c'est... Alors nous, le DPO, en fait... En théorie. Et non, c'est dans la loi. Dans la loi, c'est indiqué. Ouais. Alors on entend beaucoup d'anglais, parce qu'évidemment c'est un règlement européen, mais on l'a vu un peu mondial. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Oui, puis après, je voulais juste rebondir là-dessus. Peut-être que peut-être ça sert à rien, mais au moins ça permet de repréciser les choses. Puis ensuite, voilà, on pourra peut-être aborder le sous-traitant, mais on fera ça un peu plus tard. Je rebondis rapidement sur ce que disait Bruno. C'est vrai que c'est une acculturation. C'est-à-dire que toute organisation peut réussir à devenir conforme à un instant T. Ce qui est extraordinairement compliqué, c'est de le rester. Et ça ne passe que par une acculturation de tous les personnels. Vraiment, c'est porté par tout le monde. Et la première mission probablement des DPO, mais vous en saurez plus que moi là-dessus, mais clairement, c'est vraiment de sensibiliser, de passer dans les équipes, comme tu disais, et de répéter que cette conformité et ce rapport de confiance qu'on a avec son public, c'est chacun qui en est dépositaire. Et c'est extrêmement important. C'est un petit peu reprendre conscience que la richesse première des structures, avant c'était certainement, dans un commerce on ne s'imagine pas les billets jetés comme ça sur une banque, sur une table en plein milieu à tout vent, il y a une caisse, c'est structuré, on sait où est la richesse du magasin, c'est dans la caisse. Dans les entreprises, la richesse c'est la donnée et on ne sait pas forcément où elle est. Et donc du coup, c'est de faire prendre conscience à chacun. Quand tu possèdes une partie de l'information, quand tu possèdes une partie des données, parle-nous-en. Et comme ça, on ne t'embêtera pas à la rigueur, mais au moins on sait où c'est et on pourra mettre les mesures qui vont bien pour les protéger. Voilà. Quelque chose sur ce thème-là? Vous voulez poser une question ou ajouter quelque chose peut-être? Alors après, je ne sais pas si on est bien dans le cadre, mais d'un point de vue plus pratique, pratico-pratique au niveau de l'entreprise, dans l'entreprise que je viens de quitter, ce qui nous a aussi motivé, si je puis dire, c'est léger, la motivation, c'était plutôt l'obligation de le faire, c'est qu'effectivement on avait beaucoup, on scanne beaucoup de documents, mais comme tout français, on les ressort quand même sur papier, et on a autant de documents papier qu'on stocke depuis des années, alors avec un mode de stockage aléatoire, on va dire. Et du coup, ça a été l'idée de faire de la place dans le stockage papier, dans l'archivage, de scanner ce qui était scannable, et du coup, le DPO, chez lui c'était le responsable informatique, avait plus de facilité de traiter l'obsolescence des documents scannés que papier. On s'aperçoit que les documents papier, on les stocke, on les oublie, on ne sait plus qu'ils sont là, et puis quand il faut aller les chercher, c'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup, c'était de passer au tout numérique et d'arrêter de sortir des documents avec tout ce que ça peut avoir comme intérêt
écologique, mais aussi économique, de plus imprimer systématiquement tous les dossiers, tous les documents, que quand on nous donne des originaux, on les rende à la personne. Voilà. En création d'entreprise, on demande une compte bancaire, par exemple. Bon, ben voilà, on les scanne, on les lui rend, et puis l'informaticien, lui, traite l'obsolescence, entre guillemets, les documents. L'informaticien me disait que pour lui, c'était plus facile si on se mettait tous dans cette dynamique. Voilà. Bien avec ce qui a été dit là. Oui, du coup, ça permet d'améliorer en fait l'organisation, de développer des process métiers, en fait, pour voir entre tous ces processus métiers. Et du coup, on y trouve des intérêts qui vont toucher le après, chef d'entreprise. Après le papier, le papier, j'ai un peu de mal à croire qu'on va s'en séparer. Oui, c'est une culture, c'est pareil. Mais bon, il faut tendre vers la dématérialisation. Il faut tendre vers ça, quoi. Voilà. Il y a une partie du personnel qui peut aussi être en situation d'électronisme, enfin de ne pas forcément être à l'aise avec les outils numériques et utiliser encore le papier dans un certain nombre de cas. Sur l'inclusion numérique. Donc ça existe dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Après, juste pour donner un petit peu d'eau à ce que vous dites, les boîtes qui font de la GED, de la gestion électronique de documents, se sont jamais aussi bien portées que depuis les débuts du RGPD. Parce que ça permet de les avoir tous au même endroit. Et d'avoir des dates et tout, gérer notamment l'oubli, l'effacement. Et l'accès à tous les services. Centralisé. C'est plus facile à gérer. En précision, effectivement, quand on parle de papier, on en a parlé dans l'introduction, mais au sens de la CNIL, une pile de CV, c'est un fichier avec un traitement pour le coup, hein, et donc c'est un fichier. Donc il rentre dans le coup du règlement général de la protection des données, donc sur le coup de la loi. Et donc ça demande les mesures techniques et organisationnelles, c'est un autre chapitre du RGPD. En gros, on va vous demander, un, de les connaître, et puis deux, de les protéger. Voilà, très grossièrement, on va devoir protéger le papier. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez avoir des processus de mettre dans des armoires sécurisées, etc. Et un fichier, pour aller un peu plus loin, ce même fichier, c'est-à-dire qu'il a la même structure de CV qui se retrouve dans une armoire A, et puis sur un autre site distant, dans une armoire B, ça reste un seul fichier. Parce que c'est le même process, c'est la même structure, et c'est pour la même finalité. Donc c'est vrai que du coup, ça nécessite quand même effectivement de se poser la question, quand on fait mettre en conformité au RGPD, ça nécessite aussi de regarder tous les processus de l'entreprise, donc pas que l'informatique, même si la plupart est sur informatique bien sûr, et puis aller de chercher la conformité, y compris sur ces projets-là, sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que ça devient simple de se dire, si on s'en passait, on n'en a plus qu'un traité. Juste une petite question justement sur le papier et les registres d'inscription, je pense des registres d'inscription dans les écoles, où on a historiquement, on a encore dans les écoles, des registres, par exemple de 1914, où on voit que les parents, ça arrivait de Paris, ils venaient en Bretagne et tout ça. Donc ça, on les a encore, hein, dans certaines écoles, on les a encore. Alors, bon, on aurait dû les anonymer, c'est-à-dire supprimer les... Enfin, comment c'est géré ça au niveau de la CNIL pour ces documents-là, parce que c'est aussi une histoire d'archives. Il y a une histoire d'archives historique. Est-ce que vous connaissez Je pense qu'on a deux spécialistes qui vont pouvoir vous répondre là. Un côté ville et un côté école, normalement, bien placé là. Voilà, parce que c'est côté ville, oui. Donc en fait, je voulais rebondir sur le fait d'informatiser effectivement et d'éliminer petit à petit le papier. Effectivement, c'est une bonne chose, mais il y a des durées de conservation, il y a des durées qu'il faut fixer en fait. C'est pas parce qu'on les a informatisés que hop, on peut les garder autant de temps qu'on veut. Donc comme là, les dossiers papier qu'on archive ou qu'on a depuis des années et des années, il y a des textes aussi qui peuvent prévoir telle durée pour tel traitement, on va dire. Donc il faut regarder par rapport au traitement qu'on a dans les armoires depuis 1914, si on a le droit de les conserver autant et s'il ne faut pas justement l'éliminer et faire le ménage. Je me permets juste, pour sortir, effectivement, dans le règlement général de la protection des données, il y a une des 5 règles d'or, c'est justement un temps limité pour garder les informations, quelles qu'elles soient, papier, informatique, etc. La plupart du temps, dans vos organisations, c'est là-dessus où il y aura un problème, parce qu'on n'a pas de choses automatisées sur le temps de conservation. Pour en sortir,
soit il y a l'anonymisation complète, et donc la CNIL aujourd'hui ne certifie aucun processus d'anonymisation, parce que pour eux, par recoupement d'informations, demain, on pourra remonter sur une personne physique, peut-être, et donc du coup aujourd'hui, ils ne prennent pas le risque de certifier un process d'anonymisation, soit la destruction, ça va pour le coup, soit l'archivage. L'archivage, il y a des contraintes vraiment légales derrière ça. Donc je suppose, mais après là voilà, je suppose que ça va être dans l'archivage que vous avez trouvé votre réponse. Mais alors, j'ai pas le problème. En gros pour ajouter 2-3 petites choses, en fait, ça me permet de dire qu'il y a des lois qui passent au-dessus du RGPD. Je vous donne un exemple, il y a certaines lois bancaires, le RGPD va dire telle donnée, vous avez le droit de la garder, je dis n'importe quoi, 2 ans. Et il y a des lois bancaires qui vont dire oui, mais pour la lutte anti-blanchiment ou la lutte contre le terrorisme, machin, c'est 10 ans. Donc là, dans la justification, vous mettez, bah, moi, la loi m'oblige à le garder 10 ans, donc j'ai le droit de passer au-dessus. Si dans votre cas, si je reprends l'exemple du registre de 1914, si il est dit que ça devient une archive historique, ça peut être, alors à vérifier juridiquement, hein, mais ça peut être une justification totalement entendable pour que ça passe en archivage et que ce ne soit pas détruit. Je rejoins totalement ce qu'il dit. Il y a des lois qui passent au-dessus. Voilà. Autre chose? On passe peut-être à la question suivante qui était... Hop. Donc l'avenir. L'avenir du RGPD. Alors j'ai dit un petit bout sur le CCPA, hein, qui est le petit RGPD de Californie, et les différents enjeux, à votre avis, à venir. Je commence. Bon, pour moi, l'avenir du RGPD, alors déjà le RGPD, je reviens, j'ai presque toujours la même thématique au final, c'est de se rendre compte que l'information, la donnée, c'est vraiment la valeur de demain, c'est l'or noir certainement de demain, et que de fait, c'était quand même probablement très nécessaire que le législateur commence à mettre un cadre là-dessus. On se rend bien compte qu'on passe d'une économie, un capitalisme de produits, à un capitalisme de surveillance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un constructeur comme Tesla, qui est un constructeur américain qui fait des voitures électriques, qui a, je crois que c'est 80 000 voitures à rouler dans le monde au maximum, est plus coté en bourse qu'un constructeur comme Ford, qui a 100 millions de véhicules diffusés dans le monde. Pourquoi Ford vendait des voitures et gagnait de l'argent avec ses voitures, là où Tesla connaît toutes les habitudes de son... Enfin voilà, les gens sont ultra suivis, et donc ça permet de valoriser très fort ce process-là. Si Ford demain se disait, finalement, j'y gagnerais à mettre un tracker dans toutes mes voitures, il a 100 millions de remontées d'informations, nettement plus qu'un jeune constructeur. Donc, enfin bref, c'est une illustration, après c'est peut-être défendable par d'autres sujets, enfin voilà, il y a peut-être même une polémique là-dessus, mais l'idée, voilà, c'est juste de soumettre le sujet. Et donc on a tous les modèles économiques des structures qui aujourd'hui font beaucoup de... sont très en vue, c'est souvent sur un capitalisme qu'on pourrait appeler de surveillance, c'est-à-dire Google, c'est vos informations qui vont valoriser. Les enceintes connectées. Les enceintes connectées, c'est la compréhension, ça permet d'en savoir de plus en plus sur vous et donc d'avoir après des ciblages possibles véritablement. Et donc que le législateur vienne pour mettre comme ça un cadre sur les données d'abord personnelles, parce que du coup ça peut être entendu d'un point de vue citoyen, c'est-à-dire qu'on vous protège, vous, personne qui revenait sur la schizophrénie, en tant que piéton vous êtes protégé, voilà, bon, ça c'est un premier sujet, et je pense que probablement l'avenir du RGPD c'est vraiment cette prise de conscience que l'information, la donnée est vraiment la richesse, et probablement va amener à d'autres structurations légales, notamment sur les informations. Je sais que c'est en préparation pour l'Europe, par exemple, de donner un cadre sur les informations, toutes les données. Celles à caractère personnel, c'était les premières à pouvoir passer, et probablement sur les autres informations également, sur les autres données. Enfin, en tout cas, à mon sens, le RGPD, c'est d'une part, une opportunité pour les entreprises européennes de se protéger, parce que finalement, l'Europe dit à ces entreprises, je vous oblige à protéger vos données à caractère personnel. Bon, après, quand on protège ces données à caractère personnel, on protège toutes ces données. Enfin, ça coûte pas plus cher et autant le faire. Donc, c'est ce que les entreprises font, in fine. Et donc, le cadre, je prédis un avenir plutôt dans une normalisation qui tende vers le RGPD plutôt qu'un désintérêt. Merci.
Alors moi je vais parler de moi et puis des actes de sensibilisation qu'on a fait, parce qu'étant informaticienne et en créant des entrepôts de données, on collectait pas mal de données. On avait tendance avec le contrôleur de gestion du rectorat de se dire on en prend plus au cas où ça nous sert et puis on verra bien parce que c'est plus facile de les prendre au départ que de les ajouter après. Finalement, moi je suis sur cette mission aujourd'hui, elle est responsable de l'application du pôle application métier. Et on a changé un peu notre vision en disant « Ah oui, mais ces données ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aux élèves, aux parents, etc. Et il faut faire attention à ce qu'on en fait. » Donc finalement, c'est vraiment la prise de conscience, de se dire « Ok, c'est pas que des données, on ne manipule pas n'importe quoi. Et donc attention à ce qu'on fait avec ces données-là quand on les collecte. » Donc ça, c'est ma propre prise de conscience. Et après, c'est vrai, quand on fait les actes de sensibilisation auprès des acteurs, je suis intervenue dans les services, mais aussi au niveau des infirmières et des médecins, ils prennent aussi conscience qu'ils ont des données à caractère sensible parfois et ils se posent aussi les questions. Mais quand je transmets ces données-là, par exemple par mail à un autre organisme, est-ce que je suis en sécurité quand je le fais ? Ok, j'ai collecté ces données-là, est-ce que j'ai besoin de toutes ces données-là ? Donc parfois on m'a demandé, je note moi un nom, prénom, date de naissance, un téléphone de rappel sur mon papier, est-ce que c'est un traitement ? Oui, c'est un traitement. Donc on se rend compte aussi que finalement, au bout d'1 heure et demie de sensibilisation, les personnes se prennent conscience aussi de ce qu'ils manipulent et que ces données-là, finalement, ça peut être leurs données, ça peut être celles de leurs enfants, d'un proche, et qu'il faut faire attention. L'histoire du piéton et de la voiture. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que ça fait un an et demi à peu près que le RGPD est entré en application. Alors c'est vrai que l'avenir, moi je le trouve assez serein sur l'application du RGPD. Il y a quand même beaucoup d'indicateurs quand même positifs. Hein. Il y a quand même aujourd'hui, je crois, 20 000 DPO qui ont été désignés pour à peu près 60 000 organisations. Donc c'est quand même une grande révolution à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a des sondages aussi aujourd'hui sur les administrés ou les citoyens qui sont de plus en plus sensibles à la protection des données personnelles. Il y a un sondage IFOP qui a eu lieu en avril 2019 qui montre que les Français, les citoyens européens sont très sensibles à la protection des données personnelles, notamment sur le fait d'avoir peur en fait, au piratage de données ou au vol de données. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une prise de conscience, on va dire, des citoyens aujourd'hui sur. D'ailleurs, c'est un peu la chance qu'ont les entreprises ou les organisations publiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de demandes d'exercice de droit, mais c'est vrai que quand les citoyens vont commencer à prendre conscience qu'ils peuvent demander l'exercice de leurs droits et qu'ils ont des droits, je pense que là, il faudra donc. Le Bon Coin, ils ont 1000 demandes par jour. C'est énorme, 1000 demandes par jour. Bah après, ça va s'automatiser sûrement. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, et c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas donné, en fait, la sensibilisation des gens dans votre organisation vous incombe obligatoirement à l'RGPD. Donc en fait, vous allez être formé au RGPD en tant que salarié, mais en dehors, à nouveau, hein, schizophrénie, en dehors, vous êtes une personne. Vous allez vous dire, ah ben les autres, je peux aller leur demander des comptes aussi, alors. Et en fait, donc du coup, la culture se répand en fait. Enfin, si je résume l'idée des sensibilisations. Donc en fait, ça va se répandre a priori normalement. On va avoir une acculturation de société, de la société. Voilà, c'est ça. Comme on a eu avec les données, comme on a eu avec les données, la logique de big data, de toutes les données, avant on n'avait aucune conscience que tous ces gens ils collectaient nos données. Déjà on en a conscience. Et après ça va peut-être être le deuxième étage de la fusée. Après, ce qui est intéressant aussi sur le RGPD, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure sur c'était quoi le RGPD en fait. C'est vrai que c'est l'homogénéisation en fait de toutes les réglementations européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les autorités de contrôle ont obligation de travailler ensemble sur tout le territoire européen. Donc ça c'est nouveau et c'est vrai que ça marche bien aussi à ce niveau-là. Après c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de plaintes qui sont déposées à la CNIL. Donc on voit quand même qu'il y a... Voilà. Même la CNIL a pris une plainte contre elle. Parce qu'ils trouvaient pas... Enfin, il y a des gens qui ont trouvé qu'ils faisaient pas assez bien leur boulot. Pour la petite histoire. Non, c'est vrai. Mais oui, il y a de plus en plus. C'est le moment où on en vient à vous. Alors, sur quoi vous voudriez des précisions? Sur quoi on n'est pas allé assez loin? Parce qu'évidemment, on a un temps réduit. Donc, on ne peut pas vous donner toutes les infos. Hein. Sur quoi vous voudriez avoir plus d'infos? Sur quoi vous voudriez aller comme sujet? Oui. Moi, je me demande ce qu'il faut penser des coffres
coffre-fort des données, là, comme le projet INRUP Timber-Moxley. Là, on a un spécialiste en cyber. Est-ce que c'est... J'ai pas... Les projets de coffre-fort de données personnelles, Oui. est-ce que c'est purement commercial ou est-ce que ça a un intérêt quelconque? J'avoue, là, je vais avoir du mal à répondre parce que je n'ai pas de certitude sur le sujet. Globalement, l'idée, elle est intéressante. D'avoir un coffre-fort sur lequel toutes vos informations puissent être stockées et sécurisées. Après, je ne sais pas si c'est comme ça. Là, clairement, j'aurais pas de réponse éclairée. Peut-être pas une réponse éclairée, mais donner les enjeux, par exemple, peut-être. Qu'est-ce qui serait plutôt une bonne chose et plutôt une mauvaise, du coup? C'est parce que c'est assez... J'ai pas les spécifications, je connais pas suffisamment le sujet pour pouvoir positionner. Pour l'instant, on est au stade des impressions. Voilà, évidemment, personne n'a on n'a pas assez de données là-dessus, mais moi, je me demande dans quelle mesure ça va pas devenir quelque chose d'important sur lequel les gens vont se jeter, entre guillemets. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi tout simplement un produit commercial comme un autre? C'est vrai, mais après, qui aujourd'hui a un téléphone Android dans cette pièce? Levez la main. Qui a un Android? Qui a un Apple? Bonne nouvelle, l'un comme l'autre, vous êtes espionnés. Oui. Voilà. Donc j'ai envie de dire, le coffre-fort électronique, il n'y a pas de sécurité maximale non plus, ça n'existe pas. Tout système est toujours plus ou moins craquable, plus difficilement que d'autres. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, le sujet finalement, ce que je vais pas vraiment répondre spécifiquement, mais il y a une prise de conscience que finalement, jusqu'alors, on entendait souvent des gens dire de toute façon, moi j'ai rien à cacher. Quand on parle sur j'ai un Android, oui, mais j'ai rien à cacher. Moi, si Google sait que je suis là, enfin, moi ça ne me concerne pas. Et finalement, quand on réfléchit bien, la dignité, enfin la vie privée, il y a très peu de temps. Avant, c'était la vie privée, c'était synonyme de richesse. Parce que quand on était serf, quand on était ouvrier agricole, etc., il y avait peu d'intimité. Enfin, c'était toujours dans des bâtiments partagés, etc. Et donc c'est vraiment l'émergence de la classe moyenne sur le 19e, 20e siècle qui a fait comme ça naître la vie privée. Et on se rend compte que tout compte fait, comme ça, avoir des choses à cacher, c'est le propre de la dignité. Voilà, c'est le propre de l'humain. Donc c'est véritablement à préserver. Il y a une vision un petit peu plus haute, quoi. Mais alors après, le coffre-fort de données personnelles, effectivement, ça permet de mettre sous scellé ces informations et de se dire que comme ça, elles sont protégées et je les ai quand même en stockage. Je sais quand même où aller les chercher. Ça peut amener à plein de choses positives pour la portabilité, notamment pour les droits de portabilité. C'est-à-dire que comme ça nous appartient, nos informations, j'en donne un accès comme ça à tel acteur, je lui coupe cet accès, je le redonne à tel acteur. C'est comme si les informations, possiblement, n'appartenaient plus aux structures qui vont les traiter. Elles vont juste en faire le traitement, mais elles n'auront plus accès à l'information stockée. Je ne sais pas si c'est des spécificités effectives qui vont être prises, ça peut avoir du positif, et puis derrière, effectivement, ça va être aussi... une question de confiance, sûrement aussi. Voilà, est-ce que vous pouvez accéder ou pas? Oui, c'est ça, ouais, voilà. Mais après, il y a aussi la problématique, on sait bien qu'on est dans un monde technologique où on passe partout, quoi. Aujourd'hui, on fait des tests d'intrusion, voilà. Quand on fait nos tests sur un pirate opportun, les entreprises sont, pour celles qui nous sollicitent, sont relativement pérennes là-dessus. Elles ont fait les choses. Si on cible une entreprise, on passe. Et d'ailleurs, au passage, toujours en ciblant la même faille, celle qui est entre le clavier et la chaise, à chaque fois. C'est toujours là qu'on cible. Et donc la sensibilisation. Et donc la sensibilisation, c'est déterminant, effectivement. Mais voilà. Et donc après, technologiquement, s'il y a un coffre-fort de données, on saura y rentrer. Enfin, il y aura des failles qui vont apparaître, etc. Et ça, là, j'avoue que c'est casse-pipe pour moi de répondre. Pour entre la chaise et le clavier, je vous renvoie il y a quelques mois de ça, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une équipe de télévision qui est rentrée dans un système très sécurisé d'EDF qui contrôlait une partie, je crois, de l'électrification de je ne sais plus quelle ville. Et les mecs avaient les codes d'accès du système interne qui étaient écrits au post-it sur les écrans. Non mais riez pas. Je vais dans des entreprises tous les jours, dans toutes les organisations, dans des collectivités, des entreprises. L'avantage, c'est qu'avec mon boulot, je fais toutes les organisations.
je le vois, allez, peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, je le vois. Je l'ai vu écrit moi aussi sur un paperboard, pour qu'on s'en rappelle. Ah ouais, mais c'est pour qu'on s'en rappelle. Oui. Oui, les bonnes pratiques. Ça rappelle à ça. Oui. Après, je vais être critique dans l'autre sens. J'ai eu un cas où j'ai travaillé dans une grande entreprise. J'avais besoin, entre à distance et sur site, et en fonction des domaines, des AD sur lesquels j'avais besoin de me connecter, on va dire des domaines pour faire simple, j'avais 18 mots de passe différents qui étaient changés tous les 2 mois. Comment voulez-vous faire? Bah, vous mettez le même partout. Mettez le même partout. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Il y a des gens qui disent oui, il y a des sites gestionnaires de mots de passe ou des choses comme ça, mais... C'est ce qu'on a mis en place. Voilà, gestionnaire de mots de passe. On est partisan d'un mot de passe fort à 12 caractères. Mais par contre, on n'impose pas le changement en fait, tous les 6 mois, tous les ans. À partir du moment où le mot de passe est robuste, on ne le change pas. Par contre, on associe un coffre-fort de mot de passe qui s'appelle KeePass, préconisé par l'ANSSI. Et là, en fait, on a un mot de passe par application ensuite. Juste un mémo. Rappelez ce que c'est un mot de passe fort, par exemple, juste un mot de passe fort, c'est, je veux dire, allez, je vais partir sur une base d'une longueur déjà de 12 caractères. Oui. Donc avec 4 alphabets. Alphabets, voilà. Ouais, on parle d'alphabet, c'est lettres, chiffres, caractères spéciaux. Et lettres majuscules et minuscules. Et voilà. C'est la base. Globalement, juste comme ça pour donner une petite indication, d'ailleurs le mot de passe ça peut être aussi un sujet qui peut faire prendre conscience de choses. Alors on s'éloigne un petit peu de la partie RGPD, oui, mais c'est lié. Mais c'est assez lié. C'est justement, si ça vous plaît pas, vous vous concentrez. Ce qu'on appelle justement les bonnes pratiques. Alors déjà oui, pour un mot de passe qui fait entre 8 et 10 caractères en brute force, c'est-à-dire avec des logiciels spécifiques pour casser un mot de passe, il faut à peu près avec des bonnes machines 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est relativement, voilà. Quand ça commence à être avec 4 alphabets, ça commence à jouer sur plusieurs mois. Et à partir du moment où on arrive sur 18 à 20 et quelques caractères, là c'est plus d'1 an et demi à 5 ans de processeur machine du jour. Donc demain peut-être pas. Mais complètement, globalement ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'au final quand on regarde bien, les entreprises souvent disent bon on change tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais on vous donne, vous avez 8 caractères. Donc, typiquement, en une demi-heure, on casse le mot de passe à 8 caractères et ça, il va rester pendant 3 mois. Donc après, il faut encore l'avoir, etc. Là où on prend quelque chose de plus robuste, il faut déjà 6 mois de processus et en étant à 1 an, bon, on devient déjà un peu plus raisonnable. Bon, ça c'était un petit sujet. Et accessoirement, c'est là où on se rend compte que c'est pas technique. Parce que technologiquement parlant, c'est 2 clics sur votre Active Directory, donc le domaine sur lequel vous vous connectez. L'administrateur il a pour vraiment très peu de temps à dire hop j'exige le changement à tout le monde et je dis maintenant c'est 26 caractères, 4 alphabets et puis sinon c'est changement tous les 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer s'il fait ça? Technologiquement ça va être hyper robuste et bravo à lui, sauf que vous allez tous avoir un post-it avec le mot de passe marqué donc résultat pratique 0. Voilà, c'est complètement donc vraiment la sécurité, je reviens sur le sujet, c'est l'affaire de tous et c'est pour ça que c'est très important d'avoir de la sensibilisation. Et la plupart du temps, et je reviens sur cette partie coffre-fort de mot de passe, finalement ce qui va être exigé, c'est ce que nous disait Bruno, c'est de se dire, choisissez un mot de passe robuste et je vous donne accès à ça, vous allez avoir accès à un coffre-fort dans lequel il va générer automatiquement des mots de passe que vous n'aurez même pas idée, et il vous renseignera tout seul les mots de passe sur vos applications web, etc. Voilà. Ben c'est un sujet gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise met à disposition, accessoirement de façon gracieuse, hein, puisque KeePass, c'est gratuit, après ça peut l'être, il y a d'autres solutions payantes, etc. Mais vous pouvez avoir des coffres-forts de mots de passe où derrière vous dites à vos utilisateurs, je vais t'embêter une fois pour toutes avec un mot de passe vraiment où je vais te demander 12, 26, enfin peu importe, un caractère, enfin voilà, quelque chose d'assez robuste et puis accessoirement, si possible, qui veuille rien dire, parce qu'après il y a de la recherche par mots, etc. Après, la responsabilité à chacun. Donc un mot de passe fort, et avec ce mot de passe fort, vous allez avoir accès à tout. Voilà. Après, c'est vrai que dans le cadre de la sensibilisation, tous les actions qu'on a menées depuis 2 ans, c'est vrai qu'on fait une sensibilisation plutôt sur des usages plutôt personnels, ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où ils voient un intérêt pour eux sur la sphère privée, du coup, ça rejaillit aussi sur la sphère professionnelle. Oui, c'est dans les 2 sens, de toute façon. C'est une bonne méthode de commencer aussi à sensibiliser là-dessus.
Alors moi, je voulais rebondir sur les mots de passe justement, parce qu'on a une campagne de renouvellement de mots de passe au sein de l'Académie de Rennes qui arrive bientôt, là, dans une semaine ou deux, parce qu'on a remarqué qu'effectivement les mots de passe au sein de l'Académie n'étaient pas forcément robustes et qu'il fallait effectivement au minimum des caractères, etc. On parle d'adultes, mais on fait aussi au niveau des élèves, parce qu'aujourd'hui on est expérimentateur sur EduConnect, donc c'est ce qui permet à l'élève d'arriver sur son cahier de texte, son emploi du temps, la communication avec les enseignants, et on leur demande aussi d'avoir un mot de passe robuste. Donc aujourd'hui c'est une information que les chefs d'établissement et les enseignants doivent apporter à leurs élèves, et là c'est pas facile. Parce qu'effectivement, pour un enfant, moi j'ai ma fille qui rentre en 6e, elle a dû faire un mot de passe robuste, donc je lui ai expliqué comment faire, parce qu'il y a des techniques quand même pour essayer d'avoir un mot de passe qu'on arrive à se rappeler. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le prof, il a mis un post-it dans l'agenda, et puis elle a son identifiant et son mot de passe écrit. Et voilà, donc ça c'est pareil, il faut qu'on arrive à petit ce que les élèves qui ont 10, 11, 12 ans retiennent un mot de passe robuste et s'en écrire. Et ça, c'est pas facile. Peut-être pour ce qui serait peut-être intéressant, si vous êtes d'accord, il nous reste une dizaine de minutes, si vous êtes d'accord aussi, peut-être aller sur le sujet des impacts possibles sur la vie privée. Et j'aimerais poser une question, et après on peut peut-être réagir tous ensemble. À votre avis, c'est quoi l'impact maximum d'un vol de données personnelles? Sur la vie privée d'une personne, c'est quoi l'impact maximum? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Je sais pas moi, une gêne, une honte, un licenciement, plus, moins, je sais pas. À votre avis, c'est quoi l'impact maximal? Usurpation d'identité. En fait, l'impact maximum, c'est la mort. Ouais, c'est arrivé. C'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça qu'on le dit. On a plusieurs exemples. Alors, tu peux peut-être en citer un. Par exemple, aux États-Unis, il y a un site de rencontre matrimonial hors mariage, enfin voilà, quelque chose comme ça, s'était fait voler ses données et c'était diffusé, puisqu'ils ont refusé de payer la rançon, merci pour la caution, la rançon exigée par les pirates. Ça a été publié et visiblement ils n'étaient pas tous célibataires et il y en a quelques-uns qui ça a amené au suicide. Donc, concrètement, après là c'est vrai que là on est dans les cas extrêmes, mais il faut savoir que c'est totalement plausible. Imaginez par exemple, on va prendre un cas tout bête, dans la même idée, hein. Quelqu'un qui serait homosexuel, mais qui n'a pas envie que ça se sache, c'est sa vie privée, c'est pas votre affaire, c'est pas la mienne non plus. Si c'est dévoilé, peut-être que dans certains milieux dans lesquels il est, ça peut lui porter un grave préjudice. Vous voyez par exemple. Il y en a plein des exemples, on pourrait vous en sortir plein, notamment beaucoup qui sont allés jusqu'à la mort, d'autres jusqu'à la démission, jusqu'au harcèlement, à l'usurpation d'identité effectivement aussi. Donc voilà, peut-être que je sais pas si vous êtes d'accord, mais je voulais simplement dire que protéger les données personnelles des gens, même si ce n'est pas toujours des données dites sensibles au sens juridique de la loi, parce qu'il faut savoir que c'est un terme bien défini dans la loi, mais il y a certaines données, même si elles ne sont pas connotées sensibles par la loi, elles peuvent avoir un impact considérable et qu'on n'aurait même pas imaginé dans certains cas précis. Il faut en être conscient. Moi, je le vois au quotidien sur l'aide à domicile. Oui. Si le service d'aide à domicile est attaqué, enfin n'est pas accessible, on ne peut pas aller alimenter la personne, on ne peut pas la lever. Enfin, c'est des besoins primaires. Et du coup, il y a une version papier au cas où. Mais là, ça peut se justifier. Ça peut se justifier. De sécurité, en fait. Il y a eu des cas, par exemple, où quand on vous vole les données de mutuelles, les mutuelles ont été les premières contrôlées par la mutuelle, enfin tous ceux qui ont des données de traitement. Pour une raison très simple, si vous connaissez un peu les traitements, vous êtes pharmacien ou médecin, vous savez très vite reconnaître une chimiothérapie, par exemple, ou une trithérapie. Concrètement, justement, pour parler des impacts, c'est pour ça que dans le RGPD est mentionné une étude quasi obligatoire sur ça. Ouais, c'est ça, les études d'impact à la vie privée. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des données qui sont données personnelles standards, données personnelles sensibles, donc orientation sexuelle, orientation politique, appartenance syndicale, opinion politique, oui, appartenance ethnique, et données de santé. Et puis la partie mineure, enfin bon voilà, donc il y a des données dites sensibles.
Et donc, l'AIVP, le cycle pour l'étude d'impact à la vie privée ou analyse d'impact à la vie privée. DPIA. Ou PIA, voilà. Privacy Impact Assessment. Enfin bon, il y a tout plein de sigles pour dire la même chose. Cette étude sur l'impact que peut avoir l'usurpation ou la récupération de vos données personnelles. Et bien justement, la loi et le RGPD bien fait, puisque c'est pas en fonction de la donnée, de la sensibilité de la donnée, mais bien, par exemple, juste avoir son nom et prénom avec son adresse, donc qui vous identifie clairement, qui sort d'un site de rencontre avec sa conjugale, l'impact, il est bien plus fort que son nom et prénom qui sort des bases de son employeur. Enfin voilà, une information qui va avoir peu d'impact pour vous, même si de temps en temps il est bon de ne pas savoir où on travaille, enfin voilà, mais pour autant c'est très très spécifique. Et donc voilà, l'étude d'impact à la vie privée ou l'analyse d'impact à la vie privée est un process qui est rédigé dans le RGPD et qui dit à tous les responsables de traitement, faites cette étude pour les gens qui sont, pour les personnes physiques dont vous avez leurs informations personnelles, pour voir quel va être leur impact pour leur vie privée à elles. Voilà. Et bien, typiquement, avec cet exemple-là, on se rend bien compte. On se rend bien compte qu'on n'a pas besoin de savoir beaucoup, de temps en temps, des informations très, très précises. En fonction de là où elles viennent, elles peuvent avoir un impact assez fort. Voilà. Du coup, je rebondis. C'est vrai que nous, en fait, on préconise une analyse de risque sur l'ensemble des projets, en fait. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'on identifie en fait, des données sensibles. On le fait systématiquement. Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'impact de la vie privée, mais il y a aussi des impacts pour l'organisation. Sur un plan opérationnel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a une perte de disponibilité de l'application, je prends l'EHPAD où on a énormément de données de santé, et potentiellement, si on a une perte de disponibilité ou une perte d'intégrité, là, on peut avoir un mort. Donc là, on est typiquement sur une analyse de risque, on va dire, globale, importante, mais on préconise quand même de faire des petites analyses d'impact simplifiées, entre guillemets, sur l'ensemble des projets, parce que ça permet quand même de voir un petit peu quel est le niveau de sécurité qu'on va mettre en place sur les données. Donc toujours en évaluant en fait la perte de disponibilité, quels sont les impacts en termes opérationnels, sur le plan juridique, sur le plan financier, en termes d'image aussi. Donc voilà, vous voyez, à chaque fois on essaye de mesurer un petit peu par rapport aux données qu'on a, quelles sont les vulnérabilités, les menaces, et quels sont les impacts sur ce qu'on appelle nous les valeurs essentielles de la collectivité. Tu as dit quelque chose d'important sur l'image. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas assez d'auditeurs CNIL pour contrôler toutes les boîtes. Donc ce dont il faut avoir peur, c'est pas de l'audit CNIL. C'est du type qui se rend compte qu'il y a une faille et qui vous balance sur les réseaux sociaux. C'est votre image, du coup, est extrêmement ternie. Il est là le vrai sujet aujourd'hui. Évidemment, derrière, vous pouvez être sûr que les auditeurs CNIL viendront vous voir. Mais ils ne sont pas assez nombreux aujourd'hui. Donc le sujet, il est plutôt là-dessus. Je ne sais pas si... oui, c'est comme disait Bruno. C'est une sorte d'image, c'est exactement ça. Et puis il faut avoir les différents risques, plutôt les différents impacts ciblés, donc impact à l'image, impact financier, impact juridique, impact social, il peut y en avoir, etc., etc. Donc pour chaque organisation, il faut regarder un petit peu quels sont les risques que l'on prend. Et puis je rebondis aussi sur un sujet, ça tombe pas forcément sous le sens, mais protéger les données, c'est y compris de l'indisponibilité de ces données. Donc la partie disponibilité, et ça rejoint votre exemple, c'est un des droits à la personne, c'est-à-dire que protéger ces données, c'est y compris avoir le droit d'y accéder quand on le souhaite. Je suis aussi en contact avec la version entreprise d'une collectivité, et eux, ils sont inquiets par le temps à consacrer à la mise en place du RGPD. Ça, c'est vraiment leur souci. Pour les toutes petites entités. C'est vrai que quand on parle d'analyse de risque, c'est vrai qu'à un moment donné, on va parler de mesures, on va dire, de sécurité, que ce soit organisationnelle ou technique. Et c'est vrai que ce que je préconise aussi, c'est du coup de mettre en place une politique de sécurité des systèmes d'information sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en fait. C'est vrai que pour une petite collectivité ou une entreprise, on va dire moyenne, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre le guide d'hygiène informatique de Nancy. Il y a 42 règles donc, à suivre.
et ça peut faire l'objet en fait de votre politique de sécurité des systèmes d'information. Et en fait, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez du coup déclarer un traitement dans votre registre, à chaque fois vous allez pouvoir vous appuyer sur cette politique. Et donc, du coup, voilà, c'est ce travail à faire en amont est hyper important. Et ça rejoint en fait ces notions de perte d'intégrité, de perte de confidentialité, de perte de disponibilité. Ils sont trois piliers en fait de la sécurité. Mais le sujet est intéressant ce que vous dites, parce que si on dit ça prend trop de temps, ça veut dire qu'on le voit comme une contrainte. Et donc je reviens au truc de départ. En fait, ce qui est compliqué, je parle sous le contrôle évidemment, hein, vous réagissez, mais ce qui est compliqué, ce que moi j'ai pu constater, c'est que au début, avant, on va dire pour faire simple, même s'il y avait les lois CNIL, on va dire avant le RGPD ça n'existait pas, on va faire simple. Donc il faut que tout maintenant, ce qui n'avait pas été prévu pour, on le mette en place. Ce qu'on appelle dans le jargon le privacy by default. C'est-à-dire ça ne l'était pas, il faut que ça le devienne. Mais en parallèle, il faut mener un chantier qui permette que tout ce qu'on fait à partir de maintenant soit déjà conforme dès conception. Privacy by design. Et si vous ne le faites pas, bah vous allez passer votre vie à faire à refaire en fait. Sauf que normalement, au bout d'un moment, une fois que vous aurez tout qui sera bien conforme, et que vous avez mis en place en même temps sur les nouveaux projets, quels qu'ils soient, nouveaux traitements, quels qu'ils soient, la conception, que ce soit propre, entre guillemets, conforme par design, dès le départ, des conceptions, bah, au bout d'un moment, vous aurez ce sera dans la culture, et vous n'aurez plus de temps à y consacrer, puisque ce sera normal dès le départ, et tout sera bon. Donc en fait, au début, il y a un temps, oui, un peu, certes, mais vous savez, c'est toujours la différence entre perdre du temps et prendre du temps. Voilà. Je pense avoir été à peu près clair. Enfin, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Du coup, je te rejoins parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, bon, voilà, on a déjà un certain nombre de traitements existants. On avait fait un certain nombre de déclarations auprès de la CNIL par le passé. C'est vrai que maintenant, ce que je fais, c'est que je m'occupe vraiment des nouveaux projets. C'est-à-dire que sur les nouveaux projets, en fait, là, on analyse vraiment le traitement en profondeur. Et je prends le cas tout à l'heure de la mise en place en fait, ce qu'on appelle un téléservice ou un téléformulaire qui permet du coup à des personnes de déposer une candidature sur une offre sur la ville de Vannes, ou de déposer une candidature spontanée, une demande de stage. Du coup, là, il y a un dépôt d'une lettre de motivation du CV. Et c'est vrai que dans l'analyse de traitement, la durée de conservation de ce type de document, c'est 2 ans. C'est ce qui est préconisé par la CNIL. Et en fait, bon, on a une cellule de développement en interne, donc quelqu'un qui a développé l'application et qui a tout de suite mis en place la mesure de purge automatique des documents donc au bout de 2 ans. Et donc c'est ce qu'on appelle by design. Donc voilà, donc moi ce que je préconisais aussi, donc c'est j'insiste sur la PSSI, donc la politique de sécurité des systèmes d'information. Regardez bien le guide d'hygiène informatique parce que vous avez 42 règles. Si vous respectez les 42 règles, déjà vous aurez augmenté le niveau de sécurité de votre organisation et ça vous servira aussi dans la déclaration des traitements. Je rebondis sur ce que tu dis. Ouais. La PSSI, globalement, enfin oui, politique de sécurité du système d'information, c'est le document de référence dans les structures, mais toutes les structures n'en ont pas, de la gouvernance de la sécurité de l'information, et donc c'est la direction générale qui doit porter ça. Et pour ce faire, il y a des normes, alors l'ISO 27001 avec les 114 bonnes pratiques de l'ISO 27002, donc il y a 114 bonnes pratiques, ça s'adresse à toutes les structures, y compris les structures militaires, hein, voilà. Et de temps en temps, c'est un peu lourd à porter pour pour édicter sa politique quand on est une structure un petit peu plus modeste. Et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est une agence qui est spécifique à la cybersécurité en France, qui dépend de l'agence du Premier ministre, a mis en place un guide d'hygiène de la sécurité des systèmes d'information, donc le GHSSI, qui reprend simplement 42 bonnes pratiques. Et c'est vrai que ces 42 bonnes pratiques, ça permet de s'auto-évaluer de façon relativement simple, et on n'agit que quand on a une photo sur ce quoi on doit agir. Donc c'est relativement comment je vais dire ça, c'est plutôt salvateur que d'essayer de se prendre en photo comme ça, parce qu'à partir du moment où la photo, et y compris quand elle est catastrophique, on se dit qu'il y a peut-être des choses à faire. Alors que quand on reste dans un espèce de flou où le risque il est pas explicite mais il est implicite, on ne sait pas bien d'où peut venir la menace, il y a une forme ça incite pas à l'action. Voilà.
Donc ça, c'est effectivement un sujet qui est hyper important et ça répond, toute cette partie politique de sécurité, etc., ça répond vraiment à un gros chapitre du RGPD qui est celui des mesures techniques et organisationnelles nécessaires à mettre en œuvre quand vous traitez de la donnée à caractère personnel. Et donc ça veut dire que c'est un socle et la plupart du temps, ce socle, il est identique pour toutes les données. Et c'est celui-ci qu'il faut faire monter un peu en maturité et en sécurité. Et c'est intéressant, ça. Une mesure organisationnelle, par exemple, ça peut être simplement je verrouille l'armoire dans laquelle se trouvent mes CV. C'est clairement ça. Dans mon cas, ça peut être largement suffisant. Je suis une petite boîte, j'ai pas 1000 CV, je fais pas du recrutement mon business premier. Simplement, c'est un tiroir fermé, ça peut suffire. Il faut étudier, hein, mais ça peut. Ça peut être tout simple, comme sécuriser mes locaux avec une caméra et des badges d'entrée. Parce qu'à l'intérieur, j'ai des données sur la vidéosurveillance de la ville. Par exemple, s'il y en a une, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, bah, là par contre, les données de vidéosurveillance montent d'un cran. Donc là, il faut plus sécuriser. En fait, simplement, il y a un risque, c'est mettre en face du risque les mesures qui vont bien, quoi. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de mettre en place ces référentiels, parce que ça va derrière, vous allez gagner du temps après par la suite. Donc c'est hyper important en fait pour ce truc. Alors juste une précision, et puis toute petite précision sur ce qui venait d'être dit. Effectivement, dans le RGPD, il y a le principe de proportionnalité également. C'est-à-dire que vous devez mettre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires. Et quand vous protégez nom, prénom et que vous êtes une association, enfin voilà, c'est ce qui va avoir clôture. Vous n'avez pas besoin de mettre en place un coffre-fort digne de Fort Knox, quoi. Voilà. Donc le principe de proportionnalité est vraiment aussi quelque chose d'important à prendre en œuvre, et donc de temps en temps les mesures techniques ou organisationnelles elles peuvent être relativement simples. Et puis de toute façon, c'est toujours bien de commencer. Voilà, parce qu'après d'être dans l'itération. Exactement. Voilà. Pardon. Oui, juste c'était pour revenir sur la sous-traitance. Voilà. Moi, par exemple, j'interviens dans d'autres structures, je laisse donc des données sur les ordinateurs. Comment ça se passe? Est-ce que c'est du coup de la responsabilité de l'organisme, donneur d'ordre? Voilà. Et moi, je m'occupe que des données que je transporte, si je puis dire. Voilà. Comment ça se passe? Bon, voilà. Le cas de la sous-traitance. Qu'est-ce que... Je vous disais tout à l'heure qu'on reviendrait dessus. Oui. Dans le cas de la sous-traitance, le règlement général de la protection des données affiche que le sous-traitant devient co-responsable. C'est-à-dire que jusqu'alors, il était simplement sous-traitant. Donc, quelque part, il était dégagé de toute responsabilité. C'est le responsable du traitement qui était seul le responsable. En cas de sous-traitance sans contrat, il est co-responsable de tout le périmètre, y compris de celui de son ordre. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment... Alors, ça a deux effets de bord. Premier, positif, c'est que le sous-traitant revient avec de la valeur vraiment. C'est-à-dire, revient avec de l'importance et la capacité à dire, attention, vous revenez, enfin, vous m'obligez à faire ci ou ça, enfin, même économiquement, c'est qu'il reprend du poids, parce qu'il peut, étant contraint à une responsabilité, dire attention, moi je ne fais pas n'importe quoi, et je veux aussi savoir comment vous allez gérer vous de votre côté, et moi voilà ce que je peux faire. Et donc contractuellement, la plupart du temps, ça se joue de façon juridique où on détermine un périmètre sur lequel le sous-traitant va devoir démontrer, ou en tout cas mesurer et tracer le fait qu'il fasse bien dans le cadre du RGPD. Le côté, on va dire, moins positif, c'est effectivement qu'il peut y avoir à un moment une dilution des responsabilités. Et c'est dire que de la même façon, j'ai parlé du sous-traitant, mais le donneur d'ordre, lui, devient co-responsable de la même façon de ce que fait son sous-traitant. Et donc, c'est dire qu'il peut se dire, bah, moi je suis bien au carré, je demande juste à l'hébergement de mes données, voilà, c'est chez un tiers. Et bien, si ce tiers se fait pirater, c'est le responsable des traitements qui est responsable, de la même façon que l'hébergeur. Hein, voilà. Donc la responsabilité, elle est partagée. Enfin, elle est partagée, elle est multipliée au final. Donc ça incite à avoir une lecture un peu plus juridique pour une première réponse, et puis ça incite surtout à vraiment faire porter également le risque à responsabiliser, et donc à avoir aussi les contreparties financières qui vont bien. Je ne sais pas s'il va être temps de conclure, à moins qu'il y ait une autre question.
Donc en guise de conclusion, si vous êtes d'accord, rapidement, on peut dire, et notamment on va inclure le sous-traitant dans cette conclusion si vous êtes d'accord, c'est dire que vu qu'on rend aux personnes la maîtrise de leurs données, souvenez-vous des premiers slides, c'est-à-dire qu'évidemment l'entreprise, l'organisation qui traite ces données doit en avoir la maîtrise. Parce que sinon elle ne peut pas leur rendre la maîtrise. De fait, si on transfère à un sous-traitant, bah, il faut s'assurer qu'il en ait la maîtrise. Et tout ça en toute transparence. Ça vous va comme conclusion? Vendu. Merci beaucoup à vous tous. Je laisse Christophe prendre la parole. J'espère que les propos de ce matin vous ont permis de monter en compétence sur le sujet. Je voudrais remercier nos intervenants de ce matin, Bruno, Valérie, Pierre. Je voulais également remercier Laurent, Cyril, Aden Ouest qui nous ont accompagnés sur la thématique de ce matin. Et remercier également pour conclure l'INSPE qui nous a accueillis ce matin dans ses locaux. Voilà, en tout cas belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.